On va démarrer? Bah, écoutez, merci d'être venu en force là pour cette conférence. Donc, on va avoir le plaisir d'avoir une conférence sur l'IA présentée par Mir. Donc là, c'est un nouveau format qu'on expérimente avec XMP. Donc, ce format de petit déjeuner networking et conférence. Et donc, pourquoi on a choisi le sujet de l'IA? Bah, aujourd'hui, c'est vrai que l'IA, ça fait un peu plus d'un an, là, depuis novembre 2022, qu'on a ChatGPT qui a envahi notre quotidien. Et donc, nous, ça nous impacte en tant que consultants indépendants. Ça impacte nos clients. Et donc, c'est vrai qu'à ce titre, on est amené à se poser des questions, à réfléchir sur cette thématique, parmi d'autres. Et donc, on a voulu faire proposer une matinée comme ça de réflexion autour de l'IA. Euh, alors, XMP, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Donc en fait, XMP, on est une association de consultants indépendants issus des grandes écoles. Donc à la base, X-Minpont, puis d'autres grandes écoles. D'ailleurs, on a la Maison des Ponts qui nous accueille, donc qui marque ce lien avec les écoles. Et donc, on est un collectif d'indépendants qui réfléchissent sur leur pratique du conseil, sur le métier du conseil et tout ce qui se passe autour, notamment les clients qui font appel au conseil, l'environnement général. Et donc, à ce titre, on est amené régulièrement à se réunir, soit pour des réflexions en interne, donc les consultants réfléchissent entre consultants sur des thématiques qui touchent leur activité, soit au travers d'activités comme cette conférence ce matin, orientée sur le monde extérieur, les clients, les questions de société. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on fait cet événement, donc encore une fois, sous ce nouveau format qu'on expérimente et qu'on aimerait pouvoir poursuivre. On va peut-être introduire directement. Et alors, aujourd'hui, on reçoit Mihir Saka. Donc, Mihir est directeur de la recherche sur l'intelligence artificielle chez NG. Précédemment, il a occupé plusieurs postes. Il a cofondé des startups dans la Silicon Valley, dans la musique. Et puis, il va vous parler de l'IA, de la musique à l'énergie. Mir est diplômé du MIT, donc il a eu un doctorat en intelligence artificielle et sciences connectives. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir Mir aujourd'hui. Merci beaucoup, Joseph et Guillaume, de m'accueillir aujourd'hui et à vous tous d'être là. Alors, on va parler d'IA. Peut-être pour démarrer, on va prendre la température de la salle. Alors, j'aimerais savoir qui a déjà utilisé ChatGPT au moins une fois. Quasiment tout le monde. Qui continue à l'utiliser une fois par semaine à peu près? Beaucoup moins. Qui l'utilise tous les jours? Ok, on a nos deux organisateurs. Donc, c'est intéressant parce qu'on a vu une explosion d'utilisateurs sur ChatGPT quelques semaines après son lancement en novembre 2022. Et puis, l'été dernier, on a commencé à voir un plateau et puis une décroissance des utilisateurs. Alors, on peut se poser plusieurs questions par rapport à ça. Est-ce que c'est parce que la technologie n'a pas tenu ses promesses ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu d'autres outils et le fait que ChatGPT était peut-être un modèle fondationnel qui permettait d'avoir un premier accès à l'IA, mais qu'en fait, les applications étaient ailleurs et qu'il fallait développer de nouvelles couches applicatives autour de ce modèle-là. Alors, j'ai utilisé le mot température tout à l'heure pour prendre la température de la salle. C'est un mot que j'ai choisi parce que la température, c'est aussi une variable, un paramètre qu'on met en place autour des modèles tels que ChatGPT pour décrire son degré de créativité. C'est-à-dire que ChatGPT n'est pas un modèle déterministe, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui pose une question, la réponse va être différente, légèrement différente. Et en fait, on peut fine-tuner cette réponse avec ce paramètre de température. Euh, Plus il est élevé, plus le modèle sera créatif ou sujet à ce qu'on appelle des hallucinations. Et donc, on va parler de tout ça. Mais j'aimerais surtout vous parler de mon parcours qui va de la musique à la transition énergétique. Alors, c'est deux domaines qui sont très différents, mais qui vont aussi
un peu comme la température, entre un mode très créatif et un mode un peu déterministe, ou des applications industrielles, on ne peut pas être très créatif avec. Alors, il faut peut-être que je... C'est là. Je sais pas si... Ah, c'est pas parce que c'est pas sur la... Il faut passer sur la présentation, sur le mode présentation. Voilà. Alors, si vous avez vu l'affiche ou l'annonce de ce talk ce matin, il y avait une image qui a été générée par de l'IA. Et donc, j'ai mis le prompt ici de ce que j'ai utilisé avec une application qui s'appelle Midjourney. Et donc, qui a utilisé des logiciels de génération d'images plutôt que du ChatGPT pour du texte? OK, donc assez peu de personnes. Donc, en fait, dans la révolution qui a lieu depuis quelques années maintenant dans le génératif, dans l'IA générative, il y a à la fois des modèles autour du langage naturel et des modèles autour de la génération ou la compréhension d'images qui sont assez similaires, qui prennent en entrée du texte et qui génèrent, au lieu de générer du texte en réponse à ce prompt d'entrée, génèrent une image. Et donc, il y a tout un nouveau métier, une nouvelle catégorie de métier qui s'appelle du prompt engineering, qui permet de définir quels sont les meilleurs inputs, les meilleures entrées, les meilleurs prompts qu'on peut définir pour avoir les sorties attendues en fonction des applications qu'on veut avoir. Alors, pour mon parcours, moi, j'ai commencé, donc, après une première carrière industrielle dans le domaine de l'électronique. J'ai commencé mon doctorat au Media Lab, au MIT, qui est un lab interdisciplinaire. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'était que moi, je travaillais sur des domaines d'applications liés aux sciences cognitives et à l'IA autour de la musique et du multimédia. Et il y avait d'autres labs qui s'occupaient d'autres domaines complètement différents. Il y avait de la robotique sociale notamment. Il y avait des interfaces cerveau-machine. Il y avait des gens qui travaillaient sur des domaines complètement différents. Et en fait, il y avait un labo qui s'occupait de robotique sociale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était des interfaces hardware qui permettaient d'être en médiation entre l'ordinateur, entre une machine, et les intentions humaines. Et donc, il y a une spin-off du labo qui a développé cet outil, qui s'appelle, enfin, ce robot, euh, et qui a lancé, en fait, ce robot avec un écran donc circulaire, et un petit cercle au milieu de cet écran qui se baladait un petit peu comme un œil et qui clignait, qui répondait à des interactions humaines. Et, et donc ça, c'était avant les assistants comme Alexa, etc. Et ce qui était intéressant avec ce robot, c'est que ce robot proposait des prompts aux utilisateurs, sans même attendre que l'utilisateur puisse commence lui-même son interaction. C'est le robot qui, en voyant une personne rentrer, par exemple, dans la salle où il était, dans le salon, dans la cuisine, lui demandait comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire, et essayait de prédire les actions de l'utilisateur en fonction de l'heure, en fonction de la personne, en fonction peut-être de la météo ou de différentes données contextuelles. Savoir s'il était l'heure de préparer le dîner, donc proposer des recettes de cuisine, par exemple, ou savoir quelle était la météo de la journée parce que c'était le matin. Et en fait, ce robot, il a été lancé commercialement, il y a eu des utilisateurs, et au bout d'un moment, la startup n'a pas fonctionné aussi bien qu'ils l'espéraient, et donc ils ont dû déconnecter les serveurs. Et à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'il y a eu plein de personnes qui ont ressenti une émotion très forte du fait qu'on leur retirait cette intelligence artificielle à laquelle ils avaient commencé à s'habituer. Et donc, cette interaction sociale, on se rend compte que ça peut arriver avec des animaux domestiques, mais ça peut arriver également avec des machines qui, jusqu'à présent, on croyait être complètement inanimées et être un objet sans émotion. Et donc, ça fait en sorte que j'ai commencé à réfléchir sur, dans mon domaine d'application qui est à la musique, comment est-ce qu'on peut transmettre des émotions. Alors, mon parcours, j'ai beaucoup voyagé après mes études d'ingénieur que j'ai faites en France. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu dans plusieurs pays et j'avais toujours cette passion pour la musique
Et donc, je jouais avec pas mal de musiciens qui étaient répartis un peu à travers le monde, parce qu'à chaque pays où j'allais, je jouais dans des groupes de musique, je jouais avec des collaborateurs, etc. Et donc, il y a une idée qui a germé dans ma tête, qui était de dire, une fois que je quittais mes collaborateurs, est-ce que je pouvais continuer à interagir avec eux à travers un moyen tel qu'à l'époque, c'était Skype qui existait sur nos machines. Il n'y avait pas encore Zoom ou Teams. Et la question que je me posais, c'est est-ce que je peux jouer à distance avec eux sur Internet? Et si on utilise Skype ou si on utilise une technologie de communication par Internet, quelle qu'elle soit, on a des temps de latence, des délais qui sont trop importants. Alors, trop important, ça veut dire que même si on a 100 millisecondes de latence, ou quelquefois si on est très loin et que la connexion n'est pas forcément très forte, on a jusqu'à 500 millisecondes, donc une demi-seconde de latence. Et ces délais-là, c'est trop important pour pouvoir jouer de la musique ensemble. C'est-à-dire que si on essaye de chanter ensemble ou de taper des mains pour avoir un rythme en synchronisation, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que cette latence fait que le délai augmente petit à petit. Et donc, il y a eu plusieurs solutions qui ont été apportées à ce problème. Une solution, c'était d'avoir un réseau tel que Internet 2, qui est un réseau parallèle à Internet, et qui a une bande passante importante de 6 gigabits par seconde et une qualité de service qui est déterminée. Et l'idée, c'était pour certaines universités d'essayer d'utiliser ce type de réseau, Internet 2, pour communiquer et envoyer des signaux audio à distance. Mais si on repart aux bases et qu'on regarde la vitesse de la lumière et le temps que ça prend pour un signal pour aller d'un endroit à un autre sur Terre, on se rend compte qu'il y a une limite physique, même si on allait le plus rapidement possible, qui fait qu'on serait à plusieurs dizaines ou centaines de millisecondes, alors qu'on s'attend à des temps de latence beaucoup plus faibles. Par exemple, quand on est sur euh, une grande estrade de concert, de façon auditive, le son pour passer d'un bout de l'estrade à l'autre, c'est environ 10 à 20 millisecondes. Et donc, si on descend en dessous de 10 ou 20 millisecondes, il y a eu des expériences, ça ne marche pas. Cognitivement, c'est trop faible et donc le rythme commence à accélérer. Si on est à 100 ou 200 millisecondes, ça ne va pas, le rythme commence à diminuer. Et donc, il faut trouver le bon équilibre. Et mon approche, ma réflexion a été, est-ce qu'on peut prédire la musique? Est-ce qu'on peut créer un système d'intelligence artificielle qui prenne en compte les notes précédentes pour prédire quelle sera la note suivante en fonction de la gamme et en fonction du rythme, pour à la fois de façon temporelle et sur la gamme de musique de façon mélodique, on puisse prédire la prochaine note et l'envoyer en avance et la resynthétiser de l'autre côté pour avoir justement compenser ces temps de latence. Et donc, on a développé des systèmes, initialement avec des instruments rythmiques. Donc ici, vous voyez des tablas qui sont des percussions rythmiques indiennes, où on a mis des capteurs pour reconnaître chaque type de son qu'on créait avec ces instruments. Et donc, il y avait un système de reconnaissance qui permettait de capturer et de reconnaître quel type de son on avait joué d'un côté de l'interaction. Et on avait un système de machine learning qui prédisait la prochaine note en avance de phase de l'autre côté de l'interaction. Et donc, l'intelligence artificielle, on se dit, si on fait de la prédiction, il y a toujours des erreurs. Mais on peut contraindre ces erreurs pour que ça soit dans le bon rythme et dans la bonne gamme de musique, dans la bonne clé. Et donc, ça ne sonne pas faux. Et donc, le trade-off ici, c'était de se dire que même s'il y a des erreurs, la musique va sonner comme il faut pour le public de part et d'autre de l'interaction. Et donc, on aura cette interaction entre deux personnes qui sont à distance, à grande distance, où il y aura une médiation par l'IA, mais cette dynamicité, cette interaction en temps réel avec des gens qui sont à distance pourra être réalisée. Et donc, on a fait des concerts entre la côte est et la côte ouest des États-Unis, entre les États-Unis, la Chine et l'Inde, à longue distance, pour comparer cette approche qui était déterministe avec Internet 2 et cette approche non déterministe, plus créative, mais aussi qui permettait d'utiliser des réseaux de tous les jours avec Internet classique chez soi pour avoir cette interaction.
Et donc ça, c'était mon sujet de recherche quand j'étais au MIT. Et ensuite, j'ai développé une startup avec cette technologie pour essayer de mettre ça dans les mains du grand public. Et donc, mon chemin m'a emmené de Boston au Massachusetts, sur la côte Est, vers la Californie, où j'ai monté une startup. Et ensuite, j'ai commencé à discuter avec d'autres startups sur l'implémentation de ces technologies dans des instruments de musique pour essayer de rendre disponible cette technologie au plus grand nombre avec des applications qui étaient peut-être un peu plus grand public que ce que j'avais développé au départ. Et donc, l'idée, c'était de se poser la question de comment est-ce qu'une IA qui peut prédire ce que c'est que la prochaine note peut être utilisée à d'autres fins, telles que l'apprentissage de la musique ou le fait de jouer avec un orchestre qui pourrait vous accompagner. Et donc, j'ai rejoint une startup à Londres qui s'appelle Roly, qui développait jusqu'alors des claviers avec une nouvelle technologie en silicone qui permettait de recouvrir, enfin de ressembler à un clavier traditionnel, mais où les touches étaient toutes dans une matière continue. C'est-à-dire qu'ici, on a des touches qui sont toutes connectées les unes avec les autres. Et au lieu d'avoir des notes discrètes qu'on peut jouer comme dans un piano, on peut glisser d'une note à l'autre avec plusieurs degrés de liberté. C'est-à-dire qu'on peut aller de gauche à droite d'une note à l'autre, on peut monter sur une touche, on peut appuyer avec différentes forces et vélocités. Et donc, on a 5 degrés de contrôle pour chaque note, et ce qui permet de jouer des instruments qui sonnent comme des instruments acoustiques avec un instrument digital. Et donc, on a développé des technologies de synthèse de son qui permettent de prendre avantage de ce type d'interface pour générer des sons qui ressemblent à des instruments acoustiques ou des sons synthétiques qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'entendre jusque-là avec un degré de contrôle beaucoup plus important que ce qu'on peut avoir avec des instruments classiques. Et quand je les ai rejoints, donc c'est une startup qui s'appelle Roly et qui est basée au Royaume-Uni, on s'est dit, on va essayer de ramener à la fois la technologie d'IA que j'avais développée et ce nouveau type d'interface dans des instruments qui sont grand public et qui permettent au plus grand nombre de créer de la musique, un peu comme Instagram a permis au plus grand nombre de se mettre à la photographie. Donc, je ne sais pas si on aura le son, mais voilà une démo d'un produit qu'on a lancé qui s'appelle Blocks. Alors, je vous laisse regarder ça et puis on en parlera. Alors, on a développé une technologie hardware qui permettait de prendre un petit peu cette nouvelle technologie de surface en silicone, où vous voyez les doigts qui glissent sur ces surfaces-là, avec ce qu'on voyait avant, qui étaient des pads, donc ce qu'on appelle des pads ou des drum pads, avec des touches distinctes, discrètes. Et au lieu de pouvoir jouer des sons de batterie, par exemple, en appuyant sur chaque touche, on peut glisser d'une touche à l'autre et créer des articulations entre ces différents types de notes, à la fois mélodiques, de façon mélodique ou de façon rythmique. Et l'idée, c'était de combiner ce hardware avec du software sur des applications mobiles. Donc, on était sur des iPads, des iPhones, des devices très portables qui se connectaient via Bluetooth à ces équipements et qui permettaient de générer le son et d'avoir tout un arsenal de fonctionnalités où l'IA jouait un rôle. Par exemple, l'IA pour trouver des collaborateurs avec qui jouaient dans le même style, par exemple, ou qui avaient créé des sons ou des boucles
qui étaient dans le style, qui pouvaient accompagner ce qu'on jouait. Pour apprendre la musique, donc on a développé des instruments, on travaillait avec des collaborateurs qui étaient de l'industrie musicale et qui avaient des idées, avaient des banques de sons, avaient des enregistrements, etc., qui portaient sur ces équipements pour pouvoir les remixer, pour pouvoir les modifier et pour pouvoir donner la main à des musiciens en herbe qui pouvaient prendre ces sons et en faire de nouvelles compositions. Donc, remixer un petit peu le contenu existant en utilisant de l'IA pour s'accompagner, par exemple, avec, par exemple, si on jouait une mélodie, est-ce qu'il y a une basse ou une batterie qui peut accompagner automatiquement ce qu'on va jouer. Et finalement, l'apprentissage autour de reconnaissance de ce qu'on joue pour savoir si on est dans le bon rythme, si on joue la bonne note, et ensuite, quelle est la prochaine note qu'on doit jouer. Donc, plein d'applications autour de la musique sur lesquelles on a commencé à faire de la recherche et à développer. Et donc, il y a une citation que j'aime bien, qui est dans le développement de produits et le développement de startups notamment, ou d'entreprises, quelle que soit leur taille. Souvent, on prend pour la prise de décision, alors, historiquement, on a des gens qui ont de l'expérience, qui ont un certain background qui leur permet de prendre des décisions en fonction de nouvelles situations qui arrivent. Et quand on est dans un monde innovant, où il y a de la recherche, où il y a de nouvelles choses qui arrivent, où le passé ne peut pas forcément nous aider à prédire ce qui va se passer à l'avenir, on est un peu bloqué. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est dans des réunions, et c'est ce qui se passait dans le monde des startups, c'est celui qui a la plus grande voix, celui qui a le plus de conviction, en fait, va pousser l'agenda et la roadmap et la vision de ce qu'on va faire par la suite en termes de produits dans une organisation. Et ça me frustrait un petit peu parce que je pense que la donnée qui est à la source de ce qu'on fait en IA, qui est basée sur des données, peut être utilisée pour prendre des décisions, non seulement par des machines, mais aussi par des humains. Et donc, ce process de prise de décision, cette citation la capture très bien, c'est le fait d'utiliser des données pour se mettre d'accord autour de la table sur ce qui serait le plus impactant et quels sont les types de décisions qu'on doit prendre. Et donc, que ce soit dans la startup où j'ai monté la première équipe de data science qui permettait justement d'utiliser de la data qu'on utilisait pour des fonctionnalités IA vers des systèmes de prise de décision, je me suis dit, on peut l'appliquer à d'autres types d'industries. Et donc, mon parcours m'a amené de l'industrie musicale. Je suis rentré en France et je me suis posé la question de savoir où est-ce que l'IA ou la data pouvait avoir le plus d'impact pour la suite de ma carrière. Alors, si j'étais dans un TED Talk, je trouverais un fil rouge qui me permettrait de très naturellement donner une transition entre la musique, la transition énergétique, etc. La réalité, c'est plutôt que c'était un petit peu le fruit du hasard, où je me suis retrouvé en face de quelqu'un qui m'a parlé d'Engie et de la transition énergétique et qui m'a proposé de venir développer l'activité d'intelligence artificielle au sein d'Engie. Et pour moi, c'était complètement nouveau, ce domaine de transition énergétique, mais ça cochait une case qui était très importante pour moi, qui était la case de l'impact. C'est-à-dire que pour moi, c'était intéressant, important d'utiliser la technologie, l'IA, dans des domaines qui soient… Alors, la musique, pour moi, c'est impactant parce que la créativité humaine, la connexion, etc., on l'a vu pendant la période de la pandémie, notamment, on était tous séparés les uns des autres. La connexion à la musique était quelque chose de très important et je pense dans l'éducation, etc., c'est quelque chose qui, pour moi, reste très important. Mais on est face aujourd'hui à des problèmes à l'échelle humanitaire qui sont d'autant plus importants. Et donc, la transition énergétique faisait partie de ces domaines-là. J'y connaissais pas grand-chose, mais je me suis aussi rendu compte que personne n'y connaissait grand-chose sur cette intersection entre l'IA et la transition énergétique. Et pour moi, c'est ce qui a fait vraiment cet intérêt de se dire, voilà, on a la possibilité, l'opportunité d'être pionnier dans ce domaine-là et donc d'inventer ce que le futur pourrait apporter en termes d'application de l'IA sur ces domaines de transition énergétique. Alors, cette slide un petit peu pour poser le contexte.
et pour montrer que voilà, c'est des sujets importants, impactants, parce qu'on se rend compte que effectivement, les impacts d'une montée en température du climat dans les 100 prochaines années, d'ici 2100, ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire que les impacts, si on passe de 1,5 à 3 degrés, sont très importants sur la biodiversité notamment et sur l'humanité en général. Et aujourd'hui, on se rend compte, avec les rapports du GIEC, etc., que le budget qu'on s'était fixé à l'origine dans les accords de Paris de 1,5 degré d'ici 2100, on va probablement très largement les surpasser parce que ce budget-là, on va, en termes d'émissions carbone, pour arriver à une trajectoire de 1,5 degré d'ici 2100, on va probablement l'épuiser dans 10 ans. Et donc, les trajectoires de net zéro d'ici 2045 ou 2050 pour l'Europe vont nous amener probablement à des scénarios plus proches de 2 degrés, voire au-delà. Et donc, il y a vraiment des enjeux qui sont importants dans le système, dans l'écosystème général, mais chez Engie qui, en particulier, est intéressé à une stratégie de décarbonation et de transition énergétique dans ces métiers autour du transport d'énergie, de production d'énergie et de consommation d'énergie à travers ses clients, quels qu'ils soient. Et donc, j'ai passé 3 ans au sein d'Engie Digital, qui développait des logiciels pour les différentes entités d'Engie et qui développait des logiciels où l'IA était embarquée pour faire de la prédiction, de la classification, enfin différents types de machine learning qui pouvaient aider à la prise de décision, à la fois pour les techniciens du groupe, aussi bien que pour ses clients. Donc, par exemple, si vous êtes consommateur, quel que soit votre opérateur énergétique, enfin votre distributeur, vous avez sans doute des outils qui sont, où il y a un peu d'IA, qui sont autour de la prévision de consommation sur le mois en cours, ou bien votre comparaison de consommation par rapport à des ménages de taille ou de configuration à peu près similaires. Et donc, je vais vous parler dans l'écosystème de l'énergie de différents cas d'usage où l'IA peut être appliquée. Et l'IA, en fait, ça regroupe pas mal de technologies assez différentes. Et donc, si on part de tout le début d'un cycle de vie de système de production d'énergie, une des premières étapes, c'est de développer de nouveaux sites énergétiques pour assurer la transition énergétique, notamment autour du renouvelable. Et donc, une des problématiques qu'on peut avoir, par exemple, c'est de se dire si on veut développer un nouveau site de photovoltaïque solaire, quelle est la meilleure configuration, la configuration optimale pour ce type de site dans une géographie donnée par rapport à la topologie, par rapport à l'irradiance du soleil, par rapport à des contraintes réglementaires ou autres. Et donc, on peut utiliser de l'IA pour essayer de simuler différentes configurations avec des panneaux qui sont donc en rangée, qu'on voit un peu vue du ciel, donc avec un zoom out un petit peu. Et donc, quelles sont les différentes configurations qu'on peut utiliser et qui vont optimiser la production globale du site. Donc, on n'optimise pas forcément la production de chaque panneau individuellement, mais la production globale, parce qu'il peut y avoir des ombrages, il peut y avoir de la végétation qui fait que voilà, peut-être que la configuration, si on optimise chaque panneau individuellement, sera peut-être pas la configuration optimale pour le site en entier. Et ces problématiques sont de plus en plus complexes quand on parle de sites hybrides qui combinent à la fois du solaire avec de l'éolien, avec du stockage de batteries pour compenser les sources intermittentes. Et donc, la question qui se pose, c'est pour un mètre carré donné, est-ce qu'il vaut mieux avoir une batterie ou une éolienne ou un panneau solaire sur ce mètre carré? Et donc, on se pose ces questions et l'IA peut aider justement à optimiser ce genre de site. Une autre question qu'on se pose, c'est dans la transition énergétique, il y a une question humaine qui est très forte, qui est de ce qu'on appelle NIMBY, Not in my backyard. C'est-à-dire qu'il y a un support assez fort de la population sur des enjeux de transition énergétique, mais on ne veut pas une éolienne dans notre jardin ou derrière notre maison. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire dans l'implantation de ce genre de site sur les territoires et la compréhension et l'interaction avec les parties prenantes? Et donc, on peut utiliser de l'IA pour justement essayer de comprendre les motivations de chaque partie prenante sur un territoire donné
à travers de l'analyse de texte, par exemple, pour essayer d'avoir des stratégies d'engagement qui soient le plus constructives possible et qui essaient de réduire les délais, les risques liés à l'implantation de nouveaux sites. Alors, il y a des applications qui sont très standards dans le monde de l'énergie, comme dans le monde industriel en général, qui sont autour du forecasting ou de la prédiction, de la prévision à la fois de production et de consommation. Et donc ça, on l'utilise par exemple pour prédire la production sur un site renouvelable, que ce soit du solaire ou de l'éolien, en fonction de données météorologiques, de données d'irradiance, de vent, etc. Parce qu'on peut alors avoir des garanties de production et auprès d'offres clients, par exemple, qu'on pourrait avoir, et comprendre si on a de la sous-performance et essayer de savoir comment est-ce qu'on peut régler ces problèmes de sous-performance. Est-ce que ça vient, par exemple, parce qu'il y a de la végétation qui fait de l'ombre à des panneaux solaires? Est-ce que c'est parce qu'il y a du sable, par exemple, on est dans une zone désertique, il y a du sable qui est sur les panneaux? Est-ce qu'il y a de la casse de panneaux? Est-ce qu'il y a des câbles qui sont déconnectés? On essaye de récupérer tout un tas de données qui proviennent à la fois de données d'automates qui sont connectés à ces différents sites, donc des données temporelles. On peut aussi avoir des données visuelles, et je vais vous montrer un exemple, avec par exemple des drones qui prennent des images en survolant des parcs pour essayer de comprendre où sont les zones de sous-performance. On peut aussi faire du forecasting dans la consommation. Et là, par exemple, c'est avec un client, donc un ancien projet qui est maintenant public, bien sûr, où on a en bleu la consommation réelle, la consommation en rouge, pardon, c'est la consommation réelle d'un site. Donc, c'est dans une grande université américaine où on essaye de comprendre la consommation des bâtiments en fonction de différentes données comme quand est-ce qu'il y a des cours, quand est-ce que le bâtiment est occupé, quelle est la météo qui fait qu'il faut que la température soit élevée ou plutôt basse avec de la climatisation, par exemple, etc. Et donc, en rouge, on voit qu'il y a une consommation qui est donnée jusqu'au jour d'aujourd'hui ou après, on ne sait pas ce qui se passe. Et on va avoir un modèle qu'on a entraîné sur les données historiques et qui va, à l'avenir, prédire quelle est la consommation. Et donc, on pourra mettre en place soit des contrats énergétiques d'approvisionnement, soit de la production locale sur site qui permet d'avoir suffisamment d'énergie pour cette consommation qu'on prévoit. Et ça peut être aussi affecté par des événements sur le campus, etc. Donc, il y a pas mal de données qu'on peut intégrer pour essayer d'avoir ce forecasting sur ce qu'on appelle des time series, c'est-à-dire des données temporelles qui sont très, très spécifiques. Après, sur la transition énergétique, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les énergies intermittentes, il faut quand même pouvoir compenser le manque d'énergie à certaines périodes de la journée ou de la semaine ou de l'année avec d'autres types d'énergie un peu plus traditionnelles. Et bien sûr, Engie, qui vient historiquement du gaz, a encore des centrales au gaz. Donc, la stratégie de transition énergétique a fait que Engie s'est séparé petit à petit de ses centrales au charbon, les a fermées, les a reconverties ou les a vendues. Et à conserver un certain nombre de centrales au gaz qui permettent de compenser le fait que les énergies renouvelables sont intermittentes. Mais aujourd'hui, et on reviendra sur cette slide, mais aujourd'hui, le mode de fonctionnement de ces centrales thermiques est assez différent de ce pourquoi elles avaient été conçues à l'origine. Au départ, on les allumait une fois et puis on les arrêtait au bout de quelques mois, de 3 mois ou 6 mois, pour faire un cycle de maintenance qui était prévu, et puis on changeait tous les équipements qui étaient en fin de vie par rapport à leurs données constructeurs. Mais aujourd'hui, on a un mode de fonctionnement très différent. Avec les énergies intermittentes, quand on voit qu'il y a un défaut de production par rapport aux demandes, on va allumer notre centrale et puis on va l'éteindre peut-être quelques heures ou quelques jours plus tard parce que il y a du soleil, il y a du vent, etc., qui fait qu'on n'a plus besoin de cet excédent de production. Et donc, ça induit un stress sur les équipements qui n'était pas prévu en termes de données constructeurs. Et donc, il faut mieux comprendre en termes de maintenance quels sont quel est le cycle de vie, la durée de vie de ces équipements dans ce nouveau mode de fonctionnement.
Et donc, jusqu'à présent, quand on faisait de la maintenance qui était réactive ou préventive, justement pour éviter qu'une centrale s'arrête alors qu'elle était prévue d'être fonctionnelle, qui induit beaucoup de coûts en termes de manque à gagner et puis de pénalités parce qu'on n'arrive pas à produire autant que ce qu'on avait prévu sur les réseaux. On passe à des modes qui sont plus intelligents de maintenance conditionnelle ou de maintenance prédictive. Et pour ça, on développe, avec de l'IA et du machine learning, des modèles un peu de prédiction comme ce qu'on avait vu sur la consommation, sur la production, mais sur la durée de vie des équipements, qui inclut à la fois des algorithmes de machine learning avec des données métiers d'experts qui nous disent que voilà, si ces variables de température, de pression, etc., arrivent à un seuil donné, à ce moment, on peut se dire que cette pièce va casser dans les semaines qui suivent, etc. Et donc, on peut prévoir quand est-ce qu'un équipement doit être changé pour qu'au prochain cycle de maintenance, on puisse changer ces équipements, quelles que soient leurs données constructeurs, mais en fonction des données de prévision qu'on peut avoir avec ces algorithmes de machine learning. Après, une fois qu'un site a été mis en place, on a des activités d'opération et de maintenance pour être sûr que la production donnée, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de sous-performance. Et donc, par exemple, on est en train de développer, donc au sein de NJ Recherche et Innovation, un système robotique qui permet de visualiser sur le sol quel est l'état des panneaux et quelles sont les raisons pour lesquelles une zone dans un site, par exemple, pourrait sous-performer. Et donc, ce qu'on utilise ici, c'est de la computer vision, c'est de la vision assistée par ordinateur, où il y a des algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle qui permettent de savoir où est-ce qu'on se situe sur un parc, parce que tous les panneaux se ressemblent, toutes les rangées se ressemblent. Et donc, si on utilise uniquement, par exemple, du GPS, ça ne va pas suffire parce que la résolution n'est pas assez précise. Et donc, il faut essayer de compter les panneaux, essayer de savoir où on se situe et pouvoir comparer ça avec le jumeau numérique du site, parce que parfois, les jumeaux numériques ne sont pas complètement à jour, ou quand il y a eu un cycle de maintenance, on ne sait pas quel est le numéro de série d'un panneau en particulier, quelles sont les garanties constructeurs. Si on est encore sous garantie constructeur, on peut faire valoir ces choses-là. Et donc, on est en train de tester des solutions robotiques qui pourraient potentiellement être combinées avec des solutions robotiques de contrôle de végétation, donc des robots un petit peu comme le Zumba qui est chez vous, qui passe l'aspirateur. On a des robots maintenant qui coupent l'herbe et qui pourraient avoir en plus une charge utile qui permet de faire de la computer vision, qui permet d'identifier des défauts ou de capturer des numéros de série sur site. On a un autre cas d'usage qui est autour de l'utilisation de drones. Aujourd'hui, les drones, on les pilote manuellement ou on les pilote avec des coordonnées GPS. Mais comme je le disais tout à l'heure, des coordonnées GPS sur des parcs éoliens, de la même manière que les parcs solaires, ne sont pas assez précis pour savoir autour de quelle éolienne on se trouve. Pardon. Et de se positionner en face d'une éolienne en particulier pour capturer des images de pales, pour pouvoir identifier des fissures, de la corrosion ou d'autres défauts qui, de façon visuelle, vont nous permettre d'identifier la durée de vie de cette pale, quel est le cycle de maintenance ou de remplacement qu'il va falloir pour optimiser la production. Et donc, ces drones et ces robots, c'est un petit peu comme les véhicules autonomes de Tesla ou autres. Sauf que les drones, c'est en 3 dimensions et il faut pouvoir naviguer autour de ça. Et donc, on développe des technologies, mais aussi on compare les technologies qu'on développe chez nous avec des technologies qui sont sur le marché, parce que bien sûr, c'est un domaine en pleine effervescence où c'est un marché très dynamique, où il y a de plus en plus de startups qui se positionnent sur des sujets qui nous intéressent. Et dernier sujet ici que je mentionne rapidement, c'est la flexibilité. C'est le fait que maintenant, on réfléchit vraiment à l'énergie comme étant beaucoup plus décentralisée et qui combine différentes modalités. C'est-à-dire qu'on peut combiner du solaire, de l'éolien avec du stockage, avec le stockage notamment de batteries, mais aussi de batteries sur vos véhicules, pour à la fois, et Renault, je crois, il y a quelqu'un de Renault ici, a annoncé récemment justement une voiture qui permet d'alimenter votre domicile, votre maison quand il y a une perte de courant, par exemple. Et donc, ça va dans les deux sens. On peut stocker et on peut utiliser la batterie pour alimenter votre maison ou votre travail, etc. Et donc, ces modèles de flexibilité aussi requièrent une certaine optimisation avec des modèles de machine learning qui peuvent être utiles et se
et venir en complément de modèles traditionnels de recherche opérationnelle et autres. Alors, juste quelques instants et après on va ouvrir aux questions. Je vais passer quelques moments sur les questions éthiques et les challenges liés à l'intelligence artificielle, en commençant notamment par la consommation énergétique de l'IA en elle-même. Alors, on prétend utiliser de l'IA pour contribuer à la transition énergétique, mais d'un autre côté, on entend parler du fait que l'IA consomme énormément d'énergie et que ça pollue. Et donc, il y avait une étude qui a été réalisée par MIT Technology Review en 2019 avec l'ancêtre de ChatGPT, donc c'était GPT-2 à l'époque. Donc, quand ChatGPT a été lancé, c'était GPT-3, et maintenant on est à 4. Et à l'époque, pour entraîner une seule fois l'ensemble du modèle avec plusieurs milliards de paramètres, ça produisait 300 tonnes de CO2 équivalent, sachant que quand on entraîne un modèle, c'est un process itératif, parce que l'IA aujourd'hui, surtout les modèles de deep learning, des réseaux neuronaux, c'est des modèles qui sont un peu en boîte noire où on ne comprend pas de façon mathématique déterministe complètement comment ça fonctionne. Et donc, il y a beaucoup d'expérimentation. Ça reste encore une science un peu expérimentale et empirique où on va essayer différents types de modèles avec des hyperparamètres pour essayer d'optimiser un petit peu les résultats en fonction de ce qu'on attend. Et donc, ce que nous, on a essayé de faire, chez Engie notamment, c'était de mesurer le retour sur investissement, d'une certaine manière, le retour sur émission carbone d'une solution, en se disant si une solution émet autant de carbone dans le développement et dans le run de la solution, combien est-ce qu'elle permet de sauver à nos clients ou à l'entité business qui va l'utiliser, l'entité opérationnelle, pour améliorer ses performances. Et donc, si cet équilibre est positif et qu'on arrive à gagner des émissions carbone, à sauver des émissions par rapport à ne rien faire, à ce moment, on se dit que c'est d'autant plus valide et qu'il y a un business case derrière. Il y a aussi des considérations éthiques autour du biais, etc. Donc, il y a plein de dimensions sur lesquelles on pourrait aller, bien sûr, en termes de discussion. Mais juste un exemple que je vais donner. Qui connaît ce qu'on appelle le trolley problem? Certains dans la salle? Pas beaucoup. Le tramway, voilà. Le dilemme du tramway, OK, en français. Et donc, l'idée de base, c'est une expérience, un thought experiment, une expérience qu'on peut faire dans la tête, qui est de se dire, voilà, il y a un train ou un tram qui est sur une voie et il y a, comment on appelle ça? Un aiguillage qui, voilà, sur la voie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un accident, un éboulement de terrain ou quelque chose qui a fait que si le tram continue sur la voie principale, il y a eu 5 personnes qui sont tombées et qui se retrouvent sur les voies. Et donc, on va avoir un accident où 5 personnes seront affectées. Et sur la voie de secours, on a une personne aussi qui est tombée. Donc, c'est un peu moins. Mais si on veut que le tram aille sur la voie de secours, il faut que la personne qui soit aux commandes prenne la décision de dévier le tram. Et donc, la question qui se pose, c'est si cette personne, c'est vous ou une intelligence artificielle, mais si c'est vous, quelle décision est-ce que vous prendriez? Est-ce que vous laisseriez faire le destin, entre guillemets, et le tram continue dans sa voie, vous faites rien, mais la force des choses fait que voilà, il y a 5 personnes qui seront malheureusement tuées? Ou bien est-ce que vous prenez une action active et vous déviez le tram, mais à ce moment, est-ce que vous êtes responsable du décès d'une personne, mais est-ce que vous n'avez pas sauvé 5 personnes? Et donc, voilà, on va se poser la question, qui prendrait la solution A, qui est de laisser faire les choses et que 5 personnes soient décédées? Pas grand monde. OK, il y a quelques personnes éventuellement. Qui prendrait la décision B? Beaucoup plus de monde. Dépend si on la connaît ou pas. En fait, ceux qui ont dit voilà, ceux qui ont dit je sais pas, en gros, ça revient à ne rien faire et donc laisser le tram aller tout droit. Alors, on peut se poser la question maintenant dans cette configuration-là. Donc, quelqu'un qui a dit si je connais la personne, mais en gros, si on est confronté à la situation A entre
une personne, un bébé et une personne âgée, qui prendrait l'option A de tuer le bébé? Ça dépend. Vous n'avez pas plus d'informations que ça. Vous êtes le conducteur de la voiture. Il y a pas beaucoup d'options. Vous avez soit l'option voilà, de continuer tout droit et de tuer le bébé, soit l'option d'aller à gauche et puis tuer la grand-mère. Option A. Ouais. Qui choisit l'option B? Beaucoup plus de monde. Beaucoup plus de monde. Et ce qui est intéressant, c'est que si on posait la question dans un autre pays avec une autre culture, la réponse serait complètement différente. Et en fait, il y a cette étude qui a été réalisée que le choix, en fait, entre A et B notamment, dépend de la culture dans laquelle on baigne. Et donc, ce genre de décision qui serait prêtée à des IA qu'on développerait, il faut faire très attention parce que si on est un designer avec une certaine optique et un certain background, on peut penser que tout le monde réfléchirait de la même manière. Et c'est un petit peu les considérations que j'avais quand j'étais dans la musique, qui étaient de dire la culture influence la technologie. C'est-à-dire que si on prend des décisions, la plupart de la technologie musicale qui était développée jusqu'alors, c'était des musiciens occidentaux qui avaient comme référentiel de la musique occidentale. Et donc, toutes les notes de musique, par exemple, la technologie comme MIDI, qui est une technologie très répandue dans les synthétiseurs et la musique électronique et les équipements d'enregistrement, etc., c'est une technologie où toutes les notes sont discrètes, où on a des gammes qui sont basées sur les gammes occidentales, etc. Et quand je vous ai montré le clavier avec des gammes qui permettaient, enfin des instruments de musique qui permettaient de faire des sons entre plusieurs notes et d'avoir des sons un petit peu différents de ce qu'on pouvait avoir avec la musique traditionnelle occidentale, on se rend compte qu'il fallait développer toute une couche technologique différente. Et donc maintenant, ça commence à venir avec la dernière spécification de MIDI, avec une technologie qui s'appelle MPE, qui est un modèle polyphonique qui permet d'étendre MIDI pour prendre en compte des instruments de nouveaux types et donc de créer des systèmes musicaux qui sont différents de systèmes musicaux traditionnels occidentaux. Et de la même manière qu'on réfléchit à la culture dans laquelle on doit développer des IA, il faut prendre en compte que différentes personnes réfléchissent de façon différente, que ça soit sur le choix A et B entre la grand-mère et l'enfant, que ce soit sur, voilà, quelques personnes auraient pu dire je tue ni l'un ni l'autre, je me prends l'arbre et peut-être que ça va créer un accident avec ma voiture et donc le conducteur est en danger, même s'il n'est pas aux commandes parce que c'est un véhicule autonome. Et donc entre les passagers et de la voiture et les personnes qui sont sur le trottoir, par exemple, ce choix-là aussi dépend de la culture de la personne qui décide. Et de la même manière, dans le premier exemple qu'on a pris, le trolley problème traditionnel, entre une personne et 5 personnes, ce n'est pas le nombre de personnes qui compte, c'est le fait de prendre une décision active qui met en danger une personne. Et ça aussi, tout le monde n'est pas d'accord, quelle que soit sa culture et son background. Et donc, il faut prendre ces choses-là en compte quand on développe de nouvelles IA. Et en particulier, depuis quelques semaines, quelques mois, vous avez sans doute entendu parler de l'EU AI Act, qui est en discussion au Parlement européen, avec l'AI Pact, qui est une version qu'on peut commencer à implémenter déjà avant que le système rentre en action d'ici quelques années, qui sont sur la définition de quels sont les systèmes à réguler, quelles sont les applications possibles et quelles sont les applications qui sont interdites en Europe de l'IA, notamment autour de la catégorisation biométrique qui sont non pour certains types d'applications, le fait de récupérer toutes les images de biométriques et de données faciales sur Internet pour faire de l'entraînement de nouveaux modèles, des choses comme ça. Donc, je vous laisse avec ça et puis on va ouvrir aux questions maintenant. Merci Mihir. Alors, je vais te poser la première question pour lancer le débat. Je te pose la première question pour lancer le débat. Alors, on a parlé d'intelligence artificielle. On parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle générative, type ChatGPT.
Alors, quelle est la différence entre un projet d'IA classique et un projet d'intelligence artificielle générative? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de génératif aujourd'hui. Dans le domaine de l'énergie, euh, on travaille encore beaucoup avec de l'intelligence artificielle traditionnelle, du machine learning traditionnel, parce qu'il faut des systèmes qui travaillent sur des données quantitatives et structurées. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec des time series, des données temporelles qui proviennent d'automates ou de machines industrielles, ou c'est des données numériques qu'il faut traiter pour faire de la prévision, etc. Euh, Tout ce qui est génératif, on l'utilise de plus en plus pour des fonctions transverses comme les ressources humaines, comme les interactions avec les clients, des choses qui ne sont pas forcément spécifiques au domaine industriel ou au domaine de l'énergie, mais qui sont plus génériques d'une manière générale euh, au monde professionnel. Et donc, quand on réfléchit au Generative AI, une des raisons pour laquelle ces discussions ont pris autant d'ampleur, c'est que depuis de nombreuses années, depuis les 60 ou 70 ans que le terme intelligence artificielle a commencé à émerger et qu'on a eu cette vague d'IA avec des hauts et des bas depuis 70 ans, et puis cette nouvelle vague maintenant depuis 1 an et demi. Euh, tout ce qui est génératif se rapproche de plus en plus vers ce qu'on appelle l'intelligence généralisée, l'AGI, Artificial General Intelligence, qui est-ce qu'on peut simuler un cerveau humain ou les habilités, les compétences, les capacités d'une personne à comprendre le monde et à agir en fonction des stimuli qu'on peut avoir dans le monde. Et, euh, et ces choses-là, on pense que ça va fondamentalement changer nos modes de travail, euh, nos façons d'interagir les uns avec les autres. On l'a vu un petit peu avec la robotique sociale. C'est des choses qui commencent à arriver dans des domaines professionnels bien particuliers, mais on se rend compte que de plus en plus, ça va vraiment changer la donne. Et donc, d'un côté, il y a des modèles traditionnels qui se basent sur des données numériques qui sont avec des applications très industrielles ou très spécifiques, avec des cas d'usage bien définis, où on essaye d'aider à prendre de meilleures décisions. Et donc, il y a vraiment cette interaction entre ce qu'on appelle human in the loop, entre les machines, l'IA et des opérateurs humains qui prennent ces inputs pour prendre des décisions qui restent à la main de l'humain, et des systèmes qui nous aident de plus en plus où, même si l'humain est encore dans la boucle, on se pose la question de savoir comment est-ce que ça va évoluer. Parce que, par exemple, pour ceux qui utilisent ChatGPT, on peut commencer à l'utiliser pour nous aider à résumer des réunions, à résumer des emails, à nous aider à écrire des emails, à nous aider à écrire des documents, des descriptions, des fiches de poste, par exemple. Si vous ne l'avez pas utilisé, ça marche très bien pour ce genre de choses. Euh, et donc, de plus en plus, on l'utilise. Imaginez qu'on l'utilise pour nous aider à écrire un email et que petit à petit, on s'habitue tellement que ça écrit notre email à notre place parce qu'il sait exactement comment est-ce qu'on va répondre. Et aujourd'hui, on n'est pas si loin que ça parce que finalement, on a des autocompletes qui nous permettent de non seulement mettre le mot suivant, mais la phrase suivante et de faire un draft de ce qu'on pourrait envoyer. Alors, il ne l'envoie pas tout seul, mais on peut imaginer que si on passe à l'échelle, il pourrait même envoyer un email tout seul en fonction de décisions à prendre. Et donc, si deux systèmes où il y a de l'IA commencent à s'écrire l'un avec l'autre euh, et sans qu'il y ait d'humain dans la boucle, on peut se poser la question de comment est-ce que ces choses-là peuvent évoluer. Et donc, il y a tout ce mouvement de génératif où non seulement on analyse les données pour prendre des décisions avec l'humain, mais on va un pas plus loin parce que cette analyse nous permet de faire de la prédiction de mots suivants, etc., qui permet de générer du contenu. Et ce contenu, aujourd'hui, on a encore un humain dans la boucle, mais demain, on ne sait pas ce que ça pourrait devenir. Donc, ça ouvre beaucoup de questions autour de ça. Bonjour Anatassi. La problématique de la consommation d'énergie semble être un vrai sujet et je suis très heureux d'avoir quelqu'un d'Engie sur ce sujet-là. Et justement, le AWS, lui, fait la distinction entre le cloud et l'IA. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, nous, en France, on ne fait pas la différence entre de la donnée de cloud et de l'IA. Or, l'IA générative consomme beaucoup d'énergie, rien que pour prédire le mot suivant, ce qui n'est pas le cas d'une IA traditionnelle, comme vous l'avez évoqué. Est-ce que vous avez fait une étude sur la différence de consommation entre une IA normale et une IA générative? Alors, aujourd'hui, comme je disais, beaucoup des applications qu'on a chez Engie, c'est de l'IA traditionnelle. Sur l'IA générative, alors il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est autour de l'entraînement de modèles, ce qui consomme énormément d'énergie, et c'est l'exemple que je vous avais donné. Et maintenant, avec GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformers. Donc, les modèles sont pré-entraînés. C'est-à-dire que quand on utilise un modèle pour faire de l'inférence et donc prédire, enfin, faire sortir un texte, générer un texte par rapport à un prompt qu'on peut lui donner, on fait de l'inférence. Et dans ces modes-là, ça consomme beaucoup d'énergie, mais beaucoup moins que lors de l'entraînement de modèles. Et donc, il y a cette question qui se pose effectivement de si on utilise des modèles pré-entraînés qui, eux, ont consommé pendant leur phase un peu, si on met en parallèle, c'est du CAPEX. On entraîne un modèle et une fois que on passe en OPEX, on est en mode run, ça consomme beaucoup moins d'énergie et donc ça émet beaucoup moins de carbone. La question qui se pose, c'est chaque transaction, quand on passe à l'échelle, qu'est-ce que ça veut dire en termes de consommation énergétique sur le cloud, etc. Donc aujourd'hui, les providers de cloud comme AWS, Google, etc., c'est une des couches fondationnelles du modèle d'utilisation de l'IA parce que c'est des modèles qui requièrent énormément de puissance de calcul et c'est à la fois très cher et très compliqué d'avoir cette puissance de calcul dans des data centers ou dans des serveurs propres à une entreprise, parce que non seulement ça coûte cher, mais aussi il y a une vraie problématique d'avoir accès à des cartes graphiques, des GPU, des processeurs qui permettent de faire ces calculs. Aujourd'hui, il y a une seule société dans le monde qui développe des cartes assez puissantes pour faire à la fois de l'entraînement et de l'inférence. C'est en train de changer avec des entreprises comme... Alors, l'entreprise principale aujourd'hui, c'est NVIDIA, qui développe les GPU. Il y a il y a plein d'entreprises comme Intel et les autres qui essayent de rattraper leur retard, notamment sur l'inférence, parce qu'une fois que les modèles ont été pré-entraînés, l'utilisation qui va en être faite, c'est là où le marché va exploser. Et donc, il y a pas mal d'entreprises qui commencent à arriver sur le marché, mais aujourd'hui, la disponibilité de cartes graphiques pour faire cet entraînement et cette inférence, c'est une vraie problématique. Le nombre de cartes graphiques qui va arriver en France en 2024 par rapport au nombre prévu de cartes graphiques produites est très inférieur proportionnellement au nombre de cartes graphiques qui vont être disponibles aux États-Unis. Et c'est un vrai enjeu géopolitique aujourd'hui de savoir quelle puissance de calcul, où est-ce que ça va être hébergé. Donc, par exemple, en France, on a des clouds souverains comme Scaleway, comme OVH, etc., qui permettent qui sont un petit peu qui viennent en contrepartie de technologies américaines d'hyperscalers comme AWS, Azure, Microsoft et Google. Et donc, cette question-là, en fait, reste bien sûr ouverte, mais on travaille à la fois donc, en tant qu'Engie, on travaille à la fois avec les data centers pour essayer d'avoir plus d'énergie verte et réduire la consommation énergétique de ces data centers, mais aussi de savoir quelle est la part de ces data centers consacrée à l'IA. Et cette part-là augmente à la fois pour les modèles d'entraînement et pour le hosting de modèles d'inférence. Petite question. Je comprends que l'IA générative n'est pas déterministe, c'est ce que vous disiez. Ça veut dire que finalement, pour une seule problématique, elle peut avoir deux prises de décision qui peuvent être différentes, voire éventuellement contradictoires. Est-ce que ce n'est pas un problème? Alors, l'IA générative, en fait, au départ, certains l'ont décrite comme étant un perroquet stochastique. C'est-à-dire que l'objectif de modèles LLM, Large Language Models, c'était de prédire le mot suivant, le bout de phrase suivant, en fonction de ce qui avait été écrit auparavant. Un peu comme le modèle de prédiction de musique. Et en fait, il n'y a pas de sens donné, de sémantique donnée à ce qui est généré.
Et donc, on l'utilise aujourd'hui pour réfléchir à prendre des décisions, etc. Mais au départ, ce n'était pas vraiment fait pour ça. Et donc, on commence à avoir des modèles qui combinent du génératif traditionnel avec des large language models qui permettent de générer du texte en fonction de ce qui a été écrit par le passé, avec un degré de créativité, de température, comme je le disais, qui peut être plus ou moins élevé, avec des modèles, ce qu'on appelle des modèles hybrides, des modèles qui incorporent d'autres modalités et qui permettent de contraindre ce qui va sortir pour que ce soit, pour réduire les hallucinations, pour avoir plus, enfin, pouvoir faire des maths. Par exemple, si vous prenez ChatGPT quand c'est sorti en novembre 2022, vous lui donniez une équation toute simple à résoudre, il faisait des fautes parce que ce n'était pas son objectif. Son objectif, c'était de générer quelque chose qui semblait pouvoir faire sens de façon grammaticale. Mais il n'y avait aucune sémantique ou aucune logique derrière. Et donc, il y a de nouveaux modules, de nouveaux agents qui viennent se rajouter au modèle LLM traditionnel pour essayer de réduire les hallucinations et pouvoir en faire des modèles sur lesquels, auxquels on peut faire confiance. Et c'est un des grands shifts entre la recherche, le search traditionnel, comme Google nous a apporté cette technologie et ces algorithmes, qui est que quand on fait un search, on a accès à des sources qu'on pourrait qualifier de déterministes, c'est-à-dire qu'on peut aller voir la source et ça représente des données qui ont été, soit validées, mais qui sont disponibles sur Internet. Sur ChatGPT, au départ, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de source parce que ça remixait un petit peu tout le contenu textuel qui avait été ingéré pour générer de nouveaux textes qui étaient plausibles, mais pas basés sur de la sémantique ou de la réalité. Maintenant, il y a des modèles hybrides qui permettent justement de définir ou de mentionner la source quand ChatGPT va générer du texte. Et donc, on est en train de converger ou d'avoir une progression vers des modèles qui sont un peu plus déterministes et qui permettent d'être un peu plus basés sur la réalité des choses. Oui, merci bien, Guy Le Péchon. Je voudrais m'intéresser aux humains qui sont derrière. Et en particulier, je n'arrive pas à trouver de données, je parle de l'aspect grand public. Pour les systèmes qui sont par apprentissage, combien y a-t-il de gens qui vérifient l'apprentissage? Est-ce qu'on parle de 25 personnes ou de 2000 ou de 100 000? Et est-ce que ça diminue vraiment quand on est en génératif? Qu'est-ce que vous voulez dire par qui vérifie le… C'est-à-dire qu'on dit il faut que le système, on lui apprenne. Pour lui apprendre, il faut dire si c'est bon ou c'est mauvais. Il faut donc qu'il y ait quelqu'un qui dise c'est bon ou c'est mauvais. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de personnes derrière, cachées plus ou moins. Et j'aimerais savoir de quel ordre de grandeur, auquel ordre de grandeur on parle. Et est-ce qu'effectivement, quand on est en génératif, comme vous l'avez dit, il y a un pré-apprentissage, donc globalement, on doit baisser. Alors, Mais ça paraît très secret. c'est effectivement très secret. Alors, juste pour placer le contexte, le modèle, la façon dont cette méthodologie fonctionne, c'est que les modèles pour l'entraînement ingèrent énormément de données. Donc, on parle de quasiment l'ensemble d'Internet, de tout ce qui a été déversé sur Internet depuis qu'Internet existe et qui est stocké quelque part sur des serveurs. A été utilisé. Alors, le pourcentage, je ne saurais pas vous le dire, mais c'est une grosse partie de ces données-là qui a été utilisée pour entraîner notamment GPT-4. Aujourd'hui, les providers de données se sont rendus compte qu'ils ne veulent pas mettre à disposition de ces modèles-là toutes leurs données. Il y a un cas médiatisé de New York Times qui traîne OpenAI en justice justement parce qu'ils estiment que pour entraîner GPT-4, ils ont utilisé les données de New York Times qui sont copyrightées, etc. Donc, il y a toute cette problématique-là autour des données. Donc, je ne sais pas si on pourra avoir de nouveaux modèles qui sont entraînés sur autant de données que ça a été le cas avec GPT-4 et potentiellement GPT-5 qui va probablement prochainement arriver. Et ensuite, une fois que ces données ont été entraînées, il y a ce qu'on appelle une phase de reinforcement learning with human feedback
qui est une phase, comme vous le dites, de confirmation de sortie du modèle préentraîné pour savoir si c'est des données qui font sens et qui pourraient, voilà, sur lesquelles il faudrait s'améliorer et donc avoir un retour positif parce que le modèle a généré quelque chose qui fait sens et donc on continue dans cette voie-là, ou un retour négatif pour se dire, voilà, ça c'est une branche dans l'entraînement qu'il ne faut pas suivre parce que ça ne fait pas sens et donc on s'arrête là. Et donc, il y a effectivement, et on ne sait pas le nombre de personnes, mais vu la valeur ajoutée, enfin, ces tâches ont été un petit peu réduites à des micro-tâches de recevoir une sorte d'input à valider et puis des gens qui valident en positif ou négatif. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne parce que c'est très secret, effectivement. Mais c'est des micro-tâches qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée et qui ont donc été délocalisées dans des pays où on peut trouver de la main-d'œuvre pas chère, etc. Et donc, il y a effectivement ces discussions autour de ces entraînements-là sur le nombre de personnes que ça concerne. Est-ce que ça doit continuer dans ces voies-là ou est-ce que ça a permis de créer ces premiers modèles et maintenant on a d'autres mécanismes qui vont permettre d'améliorer les modèles suivants qui vont arriver? Ça reste très secret, donc je n'ai pas un chiffre en tête. On ne peut que spéculer. Il y a des organismes qui cherchent. Ah oui, pardon. Oui, merci. Oui, c'est secret chez OpenAI, en fin de compte. Après, il y a des gens qui essayent de faire ça de façon plus éthique, en documentant du coup l'intention derrière la phase de finish, où on fait un espèce de polissage des réponses brutes de la génération. Il y a un très bon YouTuber français qui fait des super vidéos autour de science. C'est un copain de Science Étonnante. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais et puis ils ont fait une intelligence artificielle qui se greffe à YouTube pour proposer un peu plus intelligemment que le moteur de YouTube, qui est assez racoleur en fait. Euh, et en documentant du coup comment ils entraînent. C'est un enjeu. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose. Ça pourrait être la question suivante. Excusez-moi de m'insérer. Mais est-ce que le EU Act, donc la prochaine la loi européenne, imposera de documenter justement les intentions, cette partie secrète, qui au fond est la clé de savoir est-ce que cette intelligence artificielle est éthique ou pas du tout? Alors, ça dépend de ce qu'on met dans le mot éthique. Alors, l'AI Act essaie de définir justement quelles sont les catégories d'applications autorisées et puis celles qui ne sont pas autorisées. Sur le mode, en fait, l'AI Act aussi définit la taille de modèle à partir de laquelle il faut qu'elle suive certaines directives. Et cette taille de modèle est basée autour du nombre de paramètres, de la taille de l'entraînement, etc. Et donc, on ne parle pas de petits modèles, mais vraiment de modèles fondationnels tels que GPT ou autres. Il y a pas mal de modèles open source maintenant qui commencent à arriver sur le marché. Et effectivement, on commence à réfléchir à d'autres modes d'entraînement au-delà du human feedback qui a été utilisé au départ. Donc, voilà, je pense qu'il y a pas mal effectivement, de personnes qui essayent de creuser derrière. Moi, je n'ai pas plus d'infos que ça aujourd'hui sur ce sujet. Ouais. Bonjour, je m'appelle Laurent. J'ai une question. Je reviens sur votre intention justement de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Dans cette perspective, il y a un certain nombre de gens qui changent leur comportement. Ils ne prennent plus l'avion, ils changent leur alimentation, etc. Et dans cette perspective, et notamment dans celle d'écrire ces mails où on n'économise pas de CO2, mais on économise des efforts surtout, est-ce qu'il faut avoir des scrupules à utiliser l'intelligence artificielle générative? Au niveau personnel, ça, enfin, c'est à la main de chacun. Je pense que il y a de plus en plus d'outils. Alors, je ne sais pas s'il y a des outils vraiment sur notre consommation en termes d'outils informatiques. C'est-à-dire, en fonction de comportement, il y a des calculatrices CO2, etc. En termes d'outils informatiques utilisés, je pense que c'est une question qui est encore ouverte sur la partie consommation en tant qu'utilisateur. Mais en tant que développeur, il y a des calculatrices CO2 sur l'impact d'algorithmes ou d'utilisation cloud. Et donc, on peut commencer à estimer l'impact d'une utilisation ou d'un entraînement sur le cloud. Parce que jusqu'à présent, enfin, jusqu'à ce que ces calculatrices arrivent,
comme je disais, ça consomme énormément d'énergie, ces entraînements, mais c'était relativement transparent ou invisible pour les développeurs parce qu'ils voilà, ils lancent une commande sur leur machine et c'est lancé à l'autre bout du monde ou quelque part où on ne sait pas, sur un data center qu'on ne voit pas, pour un entraînement qui peut durer plusieurs heures, plusieurs jours. Et donc ça, on commence à avoir cette prise de conscience du côté développement. Du côté utilisation, ça reste encore assez macro, en se disant, voilà, un vol par avion Paris-New York, ça consomme autant de... Enfin, ça émet autant de carbone. Tel comportement, ça émet autant de carbone, mais je ne pense pas qu'on est au niveau granulaire de, voilà, si on envoie... est-ce qu'il vaut, on a des directives qui disent, voilà, il faut éviter d'attacher des fichiers par email, il faut privilégier un lien vers un lien unique pour récupérer ce fichier. Donc, il y a certaines pratiques de bonne, enfin de, pardon, de bon sens, voilà, pardon, de bon sens qui, enfin, qui nous aident. Mais voilà, ça serait intéressant effectivement d'aller de façon un peu plus granulaire sur l'utilisation de différents outils. Par rapport à Ça serait, ouais, je pense qu'il y a une différence d'ordre de magnitude assez importante, mais j'ai pas les chiffres, ouais. Ce serait intéressant. L'utilisation d'IA, ChatGPT, est beaucoup plus importante, mais sachant que le search de Google utilise aussi de l'IA maintenant. C'est Google qui a développé les premières briques de ce qu'on appelle les transformers, qui sont maintenant utilisés pour tout ce qui est IA générative. Et donc, les transformers sont utilisés aussi pour les modèles de langage naturel, notamment quand vous tapez du search, il y a un autocomplete aussi qui arrive en disant, voilà, si vous tapez les premières lettres ou le premier mot, voilà les mots suivants que les plus usités dans votre contexte, en fonction de votre utilisation, de votre géographie, etc. Et ça utilise aussi de l'IA. Et dans les algorithmes de search qui sont déterministes, il y a aussi de l'IA pour essayer d'aller plus loin, d'améliorer leur fonctionnalité. Donc, je pense que c'est assez compliqué d'avoir une estimation directe, précise, mais l'utilisation, l'inférence, en fait, coûte encore beaucoup plus que le search traditionnel, je dirais. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. À quelle échéance peut-on espérer que les fournisseurs ou prestataires d'IA puissent afficher leur système de valeurs? Et comme on voit d'ailleurs sur les sites Internet, par exemple, corporate. Et à quel moment on pourrait espérer aussi avoir des espèces de bureaux Veritas qui disent, oui, ces gens-là, ce qu'ils disent, c'est vrai. Ce qu'ils déclarent, c'est crédible, vous pouvez les croire. Est-ce qu'on est en train de compter en mois, en années, en décennies? Alors, je pense que la régulation va accélérer les choses, tout comme ça a été le cas avec RGPD, avec le Digital Services Act, etc. Donc, il y a des choses qui vont arriver. Il y a une problématique un petit peu avec l'IA, qui est le fait que l'IA, enfin l'IA, le deep learning, les modèles génératifs, etc., ça reste encore une boîte noire. Et donc, tout ce qu'on peut faire en termes de certification, d'open sourcing, etc., ça reste souvent aux marges du modèle lui-même. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre les sorties, les entrées, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur. Tout ce qui est explicabilité des modèles, c'est-à-dire comprendre pourquoi est-ce qu'un modèle a fait telle inférence en fonction des données d'entrée, ça reste encore un domaine de recherche assez, qui a encore beaucoup de progression à avoir. Et donc, on est encore au tout début de pouvoir savoir exactement comment est-ce qu'on va certifier quelque chose au-delà du fait que ça suit les guidelines qui ont été définis dans l'AI Act, par exemple. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui, les certifications, c'est certifié par les entreprises elles-mêmes, hein, même, donc, comme tout ce qui est CSR, notamment, commence à être régulé, avoir des certifications externes, je pense que ça va arriver. Mais je pense que ça va mettre un certain nombre d'années, je dirais. Alors ça, c'est mon point de vue personnel, mais ça va mettre quelques années avant d'être assez mature. Comme l'heure avance, on prend peut-être encore 2 questions. Et après, vous pourrez continuer à poser des questions ici. Bonjour, Claudie Boudet. Je voulais vous demander, parce que en fait, actuellement, je trouve que les exemples qu'on donne dans l'IA, c'est assez progrès continu, quoi.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de, enfin, je vois pas moi vraiment de rupture, c'est-à-dire qu'en fait, on fait plus vite, avec plus de données, toujours avec un sens plus ou moins clair d'ailleurs. Enfin, c'est pas forcément dans le bon sens. Là, quand vous parlez des emails, toujours plus d'emails, il va répondre encore plus vite, etc. Est-ce que vous avez en tête des exemples où il y a vraiment rupture pour arriver dans d'autres mondes que ceux qu'on vit actuellement? C'est-à-dire, est-ce que l'IA va nous emmener dans des champs de valeurs, si vous voulez, vraiment nouveaux, et pas juste un progrès continu de toujours plus vite, toujours plus de données, toujours plus de trucs, toujours. Alors, on fait, enfin, j'aime bien faire des ateliers avec différentes équipes, etc., sur justement imaginer le futur disruptif, etc. Je pense que ce qui est, on peut s'imaginer des choses, notamment avec une intelligence générale qui commence à arriver et qui va au-delà de ce que ChatGPT, etc., peut faire. Mais je pense que on n'imagine pas encore ce qui va vraiment arriver, un peu comme ce qui est arrivé avec les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux, il y a eu une disruption qui s'est passée dans la façon d'interagir les uns avec les autres, avec le monde qui nous entoure, etc., qui n'était pas forcément prévue au départ et qui est arrivée un petit peu par la force des choses et par l'utilisation qu'on en a faite. Et je pense que l'IA, ça va être pareil. Ça reste aujourd'hui très incrémental parce que le changement, c'est compliqué. Et on voit qu'en Europe, notamment, il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours et je n'ai pas exactement les chiffres, mais le taux d'adoption, en fait, dans les industries européennes, donc dans le monde de l'entreprise, de l'IA et de l'IA générative est très inférieur à l'adoption en Amérique du Nord. Et donc, déjà, on voit une certaine différence dans le comportement. Mais je pense que la vraie disruption va arriver par le passage à l'échelle de ce que je disais. C'est-à-dire, si on commence à s'imaginer des IA qui interagissent entre elles et qui deviennent elles-mêmes des systèmes, c'est-à-dire deux emails, par exemple, qui se parlent entre eux, ou des systèmes qui sont un peu traditionnels je sais pas, de CRM ou de RP ou de systèmes voilà, industriels qu'on utilise et qui incluent de l'IA où aujourd'hui on a des personnes qui sont dans la boucle et qui permettent de valider. Si on commence à passer à l'échelle, donc il y a une question d'échelle, une question de déploiement, on va arriver à des cas d'usage qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Donc, je pense que je réponds assez vaguement à votre question, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de se projeter parce que, alors, il y a une certaine école de pensée qui dit que voilà, ça va tellement changer les choses qu'il faut faire attention et il faut commencer à réguler avant de poursuivre le développement technologique. Il y a une autre école qui dit, en fait, ce qu'on s'imagine être l'IA, ça reste sous le contrôle des humains et donc il ne faut pas en avoir peur, il faut plus l'utiliser comme outil. Je pense que la réalité va se situer un petit peu entre ces choses et je pense que les vraies disruptions vont arriver de par l'utilisation et de par le déploiement de ces technologies plutôt que des choses qu'on va commencer à imaginer vraiment. Et il va y avoir à la fois des choses positives qui vont changer notre quotidien et puis voilà, qui vont améliorer notre créativité ou améliorer notre productivité, etc. Et puis des choses auxquelles il faudra faire très attention. Et donc, l'idée de l'AI Act, c'est de préempter un petit peu ces challenges, ces choses négatives qui pourraient arriver. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas prévues qui vont également émerger. On pourrait demander à une IA, mais une IA va sans doute se baser sur le passé et donc ne va pas forcément prévoir les disruptions qui pourraient arriver. Une petite question concernant la consommation d'énergie des particuliers. Est-ce que, selon vous et chez Engie, vous avez des réflexions sur la façon dont l'IA pourrait aider les citoyens du monde entier à réduire leur consommation d'énergie? Alors, aujourd'hui, il y a, donc pour aider au changement de comportement, il y a certaines données qui sont un peu soft, qui sont ce que je mentionnais, par exemple, la consommation récente sur le mensuel, par exemple, pour essayer de prédire combien on va consommer. Il y a certaines nouvelles technologies qui permettent de définir quand est-ce qu'on doit allumer sa machine à laver, quand est-ce qu'on doit charger son véhicule en termes de flexibilité et pour réduire des pics de consommation sur le réseau. Donc ça, c'est essayer
réduire réduire les pics en fonction du comportement d'autres personnes et de l'écosystème en général. Il y a tout ce qui est demand response, c'est-à-dire que par exemple, quand il y a un pic de consommation qui est prévu à cause, par exemple, d'un événement ou d'un pic de chaleur ou autre, on essaye d'avoir des incentives qui sont souvent financiers pour réduire la consommation, par exemple, réduire la température chez soi de 1 degré, ça peut avoir un impact considérable sur l'ensemble du réseau. Et donc, des choses comme ça qui sont à la fois trouvées, donc prédire quand est-ce qu'il y aura des pics de consommation qu'on peut réduire et aussi avoir des incentives pour aider au changement de comportement. Et le changement de comportement va venir, je pense, à la fois à travers des incentives financiers qui sont de plus en plus importants parce que le coût de l'énergie a explosé, et aussi la prise de conscience, c'est-à-dire essayer d'avoir une expérience où on peut comprendre quelle est sa consommation aujourd'hui et puis prendre des actions en fonction de ces retours d'informations qu'on peut avoir sur son comportement et comparer son comportement par rapport à nos voisins, par rapport à des gens qui ont un style de vie similaire pour essayer de réduire et puis d'être voilà, un bon citoyen parmi ses pairs, quoi. Merci.